Bonjour. Bonjour Madame la Ministre. Vous allez bien? Comment allez-vous? Vous allez Très bien, bien? très bien, très bien. Et vous? Ah oui, je vais très bien et je suis ravie d'avoir cet échange avec vous et je veux commencer par vous féliciter d'avoir créé ce podcast Greenity. En fait, j'ai vu le teasing que vous aviez fait avec les 500 personnes les plus influenceuses du monde et je me suis dit, waouh, comment vous avez accès à autant de personnes sur des temps aussi courts? Vous m'avez impressionné, donc continuez de m'impressionner. Merci, merci, merci Madame. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Je vous entends parfaitement bien. Vous m'entendez? Très bien, très bien, très bien. Donc, on va commencer. On a dit que vous avez un emploi du temps chargé, donc je vais commencer directement les questions. Oui, allez-y, je vous écoute. D'accord. Alors, premièrement, comment cette crise a-t-elle affecté votre ministère? Alors écoutez, elle a affecté de multiples manières, puisque vous le savez, j'ai en charge l'égalité entre les femmes et les hommes, j'ai en Oui. charge la diversité et j'ai en charge l'égalité des chances. Alors, je vais commencer par la situation des femmes, parce que les femmes ont vraiment subi cette crise de plein fouet. Pourquoi? Parce que ce sont elles qui occupent les métiers les plus précaires, les métiers du soin, les métiers de la propreté, les métiers de la distribution. Et on s'est rendu compte pendant la crise sanitaire que sans ces métiers, eh bien notre pays ne pouvait pas fonctionner normalement. Et véritablement, elles ont été, ce sont elles qui se sont arrêtées de travailler, par exemple, quand il y a eu le premier confinement où les enfants ne pouvaient pas aller à l'école, ce sont elles qui se sont arrêtées de travailler pour pouvoir s'occuper des enfants. Ce sont encore elles qui ont été en première ligne parce qu'il fallait que les médecins, les infirmiers, tous les personnels soignants soient à disposition et elles ont été extrêmement proches des malades et elles continuent aujourd'hui de l'être et je veux véritablement les saluer pour ça. Et puis il y a eu un autre élément extrêmement important, c'est les violences. Parce que pendant le confinement, on a vu les violences intrafamiliales, on a vu les violences conjugales exploser. Pour vous donner un exemple, on a vu le nombre d'appels au 3919, qui est la ligne qui accueille la parole des femmes victimes de violences. Le nombre d'appels sur cette ligne a triplé. On a une plateforme qui s'appelle arrêtonslesviolences.gouv.fr. On a eu plus de 60% d'augmentation du nombre de chats sur cette plateforme, tellement les violences intrafamiliales, les violences conjugales étaient importantes. Donc la manière sur la question de la situation des femmes dans notre pays, il y a eu les violences physiques, psychologiques, il y a eu les situations professionnelles qui ont été très difficiles et ce sont véritablement pour les femmes les deux aspects que je voudrais souligner. Et évidemment, l'État a mis en place beaucoup de choses pour pouvoir répondre à ça. J'ai énormément travaillé avec les associations pour faire en sorte, par exemple, qu'une femme qui avait besoin de partir pour échapper à son agresseur, qu'elle n'ait pas besoin d'attestation pour se déplacer, qu'elle puisse avoir dans les centres commerciaux des aides associatives pour pouvoir demander des conseils, etc. On a également travaillé sur le nombre de places d'hébergement qu'on a considérablement augmenté pour que celles qui avaient besoin de partir puissent le faire. Donc ce sont des dispositifs comme ça qui ont été mis en place pour faire en sorte que ces femmes ne se sentent pas totalement isolées, totalement abandonnées à un moment où elles avaient véritablement besoin d'aide et d'accompagnement. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai aussi la question de l'égalité des chances dans mon portefeuille et l'égalité des chances, eh bien, c'est particulièrement la jeunesse. Vous savez que cette période a été extrêmement difficile pour les jeunes, beaucoup de décrochage scolaire, beaucoup d'étudiants qui avaient des petits boulots et qui pouvaient se permettre de payer leurs études, de payer leur petit appartement, etc., qui n'ont pas pu le faire. Et donc, avec Elisabeth Borne, il y a eu un très gros travail qui a été fait. On a créé un plan national qui s'appelle Un jeune, une solution, dont l'objectif était de faire en sorte que aucun de nos jeunes ne reste sur le bas-côté ou qu'il ne soit complètement abandonné dans cette période aussi difficile. Alors, d'abord, je veux saluer le fait que Jean-Michel Blanquer a décidé, à partir du deuxième confinement, de garder les écoles ouvertes parce que ça a permis de baisser un peu la tension, ça a permis d'éviter les décrochages scolaires de beaucoup de jeunes. Et ensuite, ce plan Un jeune, une solution, qui fait que si vous n'allez pas à l'école, au moins vous avez une formation. Vous avez, juste pour vous donner une idée de combien ce plan a bien marché,
il y a eu plus de 500 contrats d'apprentissage qui ont été signés en 2020 en pleine pandémie. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, on ne veut pas que notre jeunesse soit une jeunesse sacrifiée, et donc toutes ces solutions ont été mises en œuvre. Elles fonctionnent encore aujourd'hui. Vous pouvez aller sur Internet sur unjeune-une-solution.gouv.fr et vous trouverez des stages, des formations qui sont adaptées pour toute la jeunesse de notre pays, sur tous les territoires, que ce soit les territoires ultramarins, que ce soit les zones rurales ou dans les quartiers ou dans les grandes villes. D'accord, d'accord. Alors, on constate aussi une difficulté pour les femmes entrepreneurs d'avoir accès à des financements. Quelles sont vos solutions pour y remédier et de quelle manière? Et ça, c'est un sujet éminemment important. Je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup votre télévision et vos médias et votre public. Moi, déjà, je veux vous dire, parce que j'ai commencé ma carrière professionnelle en tant qu'entrepreneur. Oui. Pourquoi j'ai commencé en tant qu'entrepreneur? Parce que je ne trouvais pas, sur le marché de l'emploi, on ne m'offrait pas les jobs que je voulais faire. C'est-à-dire que j'avais fait de belles études, j'avais des ambitions, mais on me proposait des emplois qui ne correspondaient pas à mes aspirations. Et donc, je me suis dit, pourquoi ne pas créer quelque chose dans lequel je puisse m'épanouir professionnellement? Parce que souvent, on se fait une montagne de l'entrepreneuriat, mais l'entrepreneuriat, c'est, je crois, un véritable moyen d'émancipation. C'est un moyen de prendre son destin en main. Et c'est pour ça que l'entrepreneuriat féminin est quelque chose qui me tient très à cœur, parce que on se rend compte que dans notre pays, il y a beaucoup de femmes qui entreprennent, mais tenez-vous bien, il n'y a que 2,5% des fonds d'investissement qui vont dans les entreprises créées par les femmes. Et c'est pour ça que j'ai signé une charte avec la BPI pour le financement de l'entrepreneuriat des femmes, parce que il est absolument fondamental que les femmes aient les mêmes aides quand elles entreprennent que les hommes, parce que sinon, c'est une injustice sociétale extrêmement importante qui pèse sur le dos des femmes. Mais si en plus on ne met pas en place des structures, des dispositifs et des mesures qui vont un peu faire exploser ces plafonds de verre, on n'y arrivera pas. Donc d'abord, il y a ce travail que nous faisons avec la BPI. On a également construit un catalogue au sein de notre ministère de tous les dispositifs privés et publics qui existent pour accompagner les femmes dans l'entrepreneuriat. Parce que vous savez que ça n'est pas qu'un problème de financement, il y a aussi un problème d'accompagnement, il y a un problème de coaching, il y a un problème de mentorat, il y a un problème de réseau, c'est savoir à quelle porte frapper, savoir à quel dispositif on a droit, savoir comment trouver les financements, que ce soit les financements publics ou les financements privés. Et si vous le souhaitez, je demanderai à mon équipe de vous faire parvenir cette boîte à outils pour aider les femmes dans l'entrepreneuriat. Et enfin, on est actuellement en train de travailler sur une proposition de loi de la présidente de la délégation du droit des femmes à l'Assemblée nationale pour aider les femmes dans leur émancipation économique et professionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Les femmes ont du talent. Les femmes ont de la volonté. Les femmes sont formées, elles sont capables, elles sont compétentes. Mais elles ont besoin d'une aide supplémentaire dans leur entrepreneuriat pour se lancer, pour avoir du courage, pour pouvoir trouver des structures d'aide à la crèche. Si vous ne pouvez pas déposer vos enfants à la crèche pour qu'ils soient gardés, c'est difficile pour une femme d'aller travailler. Si vous ne pouvez pas faire des études qui vous permettent d'avoir accès à des métiers dits masculins, parce que les métiers n'ont pas de genre, mais on va vous dire que les métiers du bâtiment, que les métiers de la tech, que les métiers de l'ingénierie, que les métiers des sciences sont plus des métiers masculins. J'en suis la preuve vivante. C'est pas le cas. Moi, j'ai commencé ma carrière dans le monde du bâtiment. J'ai ensuite évolué vers le monde des technologies et j'ai passé 20 ans à diriger les plus grandes entreprises multinationales, qu'elles soient européennes, qu'elles soient américaines ou qu'elles soient chinoises. Donc, il faut détricoter dans l'esprit des jeunes filles le fait qu'il y a des métiers faits pour les filles et des métiers faits pour les hommes. C'est pas vrai. Une femme peut travailler dans l'aéronautique, elle peut travailler dans l'automobile. Il faut savoir que un métier sur 3 qui sera créé dans les 5 prochaines années aura une composante numérique. Si les jeunes filles n'étudient pas dans le secteur des STEM, c'est-à-dire les sciences,
les technologies, l'ingénierie, les mathématiques, elles vont passer à côté de toutes ces opportunités professionnelles, alors même que c'est là que les choses vont se passer à l'avenir. Et c'est pour ça que Jean-Michel Blanquer attache beaucoup d'importance à l'éducation des jeunes filles, à l'éducation de la culture de l'égalité au sein des établissements scolaires. C'est pour ça que Frédérique Vidal travaille pour que l'enseignement supérieur ouvre les portes à ces filières qui sont encore trop masculinisées. Et puis après, dans le monde professionnel, vous avez probablement entendu parler de l'index égalité professionnelle qui oblige les entreprises à avoir davantage de transparence sur la manière dont les femmes et les hommes sont traités au sein de l'entreprise. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, si vous êtes une femme, que vous occupez les mêmes responsabilités qu'un homme, que vous avez la même expérience, le même niveau de diplôme, vous gagnez 9% de moins qu'un homme. Juste parce que vous êtes une femme. C'est absurde. Il n'y a que 2% des entreprises de plus de 50 salariés dans notre pays, 2% des entreprises qui payent les femmes et les hommes de la même manière. 2%. Ça veut dire qu'il y a 98% des entreprises françaises qui ont des écarts de salaire entre les femmes et les hommes qu'on n'explique pas. C'est pas normal. Et je crois que c'est véritablement toute la société qui doit se saisir de ces questions, parce que j'imagine, cher Ange, que vous avez autour de vous des jeunes filles, peut-être que vous aurez une petite fille et un petit garçon. Comment vous allez expliquer à votre petite fille que parce que c'est une fille, elle sera moins bien traitée, elle sera moins bien considérée, elle subira davantage de violences physiques, psychologiques, mentales que son petit frère? On est en 2021 et je crois qu'il est temps que tout cela change. C'est très bien. Alors, il me reste deux petites questions. Vous êtes une femme dirigeante, entrepreneur, une mère aussi, aujourd'hui ministre. On aimerait savoir ce que vous avez dû surmonter pour arriver à la place qui est la vôtre aujourd'hui. Ah, vous avez combien de temps? Ça va, on a tout notre temps. On a tout notre temps. Non, mais alors ça, c'est une question très, très intéressante parce que je trouve que quand on parle de la réussite, souvent on regarde le côté émergé de l'iceberg, mais on ne regarde pas toutes les difficultés que tous les individus rencontrent avant de réussir. On ne réussit pas du jour au lendemain. Donc, évidemment, vous avez raison de le souligner. Moi, je cumule un certain nombre de raisons de discrimination. Le fait d'être une femme, le fait d'être noire, le fait d'avoir un handicap. Donc, toute ma vie, j'ai été confrontée à toutes les discriminations que vous pouvez imaginer. Je suis née dans une famille très modeste, pour ne pas dire pauvre. J'ai quitté mon pays, le pays où je suis née, le Cap-Vert. Je l'ai quitté à l'âge de 7 ans. Je suis arrivée en France. Je ne savais pas parler le français. Mes parents ne savaient ni lire ni écrire. On est arrivé dans un environnement extrêmement complexe où vous devez apprendre à vous intégrer, où vous devez apprendre les codes, où vous devez apprendre les règles. Mais finalement, on se rend compte que tous ces apprentissages qui se font souvent dans la douleur, dans la difficulté, ils vous renforcent. Ils vous apprennent le courage, ils vous apprennent la résilience, ils vous apprennent l'abnégation, l'humilité. Et c'est finalement tout ça qui fait qu'au fur et à mesure de mon parcours, je me suis rendu compte que je ne devais pas laisser les autres me dire ce que j'étais capable de faire, comment j'étais capable de le faire, quels rêves je pouvais avoir, quels rêves m'étaient interdits. Et puis, j'ai appris aussi que dans la vie, personne, absolument personne, ne réussit seul. Vous avez toujours besoin de quelqu'un de bienveillant, de quelqu'un qui va vous donner des conseils, de quelqu'un qui va vous partager son expérience, de quelqu'un qui va vous ouvrir une porte, de quelqu'un qui va vous informer de quelque chose que vous ne saviez pas. Et c'est en étant entouré de ces personnes bienveillantes que vous avancez. Mais c'est aussi en vous débarrassant des personnes malveillantes. Parce que parfois, on est entouré aussi de personnes proches ou moins proches qui nous plombent le moral, qui passent à nous dire
ce que l'on peut faire ou ce que l'on ne peut pas faire, qui nous explique pourquoi on risque d'échouer, plutôt que de nous expliquer comment on peut réussir. Donc pour moi, il y a plusieurs facteurs. D'abord, les discriminations, elles sont multiples et nombreuses. Pour vous donner une idée, il y a 35 critères de discrimination prohibés dans la loi française. La France est l'un des pays qui a l'arsenal législatif le plus élaboré et le plus complet en termes de lutte contre les discriminations dans le monde. D'accord. Dans le monde. Et pourtant, il y a quelques semaines, quelques mois, j'ai lancé une grande consultation citoyenne sur la question des discriminations parce que on se rend compte que à chaque fois qu'il y a une crise, les tensions s'exacerbent, les inégalités explosent et les discriminations explosent. Et vous l'avez vu, vous aussi, probablement, ces derniers temps. Il y a, grâce aux réseaux sociaux, on voit de plus en plus la manifestation du racisme, de l'antisémitisme, de la xénophobie. J'ai reçu des associations, une association en particulier, des jeunes Chinois de France, qui se faisaient tabasser parce qu'on disait qu'ils étaient responsables de la Covid-19. Vous voyez, les discriminations, les préjugés sont totalement absurdes. C'est une négation profonde de la dignité humaine. Et je crois qu'il faut avoir en conscience le fait que tout le monde, à un moment ou un autre de votre vie, tout le monde peut être soit victime de discrimination pour un handicap, pour votre genre, pour votre orientation sexuelle, pour votre couleur de peau, pour votre religion, pour votre classe sociale, pour votre origine sociale, parce que vous habitez sur les territoires ultramarins, parce que vous habitez dans un village éloigné de tout, parce que vous êtes trop petit, trop grand, trop gros, trop ceci, trop cela. Tout le monde, à un moment donné de notre vie, nous pouvons être victimes de discrimination. Et à chaque fois que vous êtes victime de discrimination, il faut pouvoir vous défendre. Et c'est pour ça qu'on a mis en place, en mois de février, la première plateforme de lutte contre les discriminations qui est portée par le défenseur des droits, parce que on ne peut pas laisser de l'impunité contre les discriminations. On ne peut pas vous traiter de sale arabe ou de naine ou comme je l'ai entendu parce que j'ai rencontré le président de l'association des personnes de petite taille qui me disait, Madame la ministre, vous vous rendez compte que il y a des gens qui nous filment dans la rue et on retrouve des images de nous sur les réseaux sociaux qui sont moquées, qui sont raillées. Vous voyez, Ange, on n'a pas besoin d'être une personne de petite taille pour comprendre les humiliations qu'il peut y avoir derrière ce genre de choses, pour comprendre les blessures que cela peut sous-entendre. Donc moi, ma bataille, c'est de dire que toutes les discriminations, quelles qu'elles soient, sont des atteintes insupportables à la dignité humaine et que nous soyons victimes ou que nous soyons témoins, nous devons tous nous lever comme une seule personne et nous battre contre ces discriminations parce que ce sont des négations de notre humanité. D'accord. Est-ce que j'ai ma dernière question. On organise une conférence en fin d'année et on serait très honoré que vous soyez notre invité. Est-ce que vous acceptez la invitation? Alors, je ne sais pas à quelle date. Vous pouvez imaginer ce que c'est qu'un agenda ministériel. C'est vrai. J'ai toujours beaucoup de choses à faire, mais je serai tout à fait ravie de le faire parce que je vais vous dire pourquoi c'est important, Ange. Oui. À chaque fois que je peux participer à des conférences et que je peux partager mon expérience, je le fais parce que je crois beaucoup dans les rôles modèles. Quand vous allez aller dans une école, dans un collège, dans un lycée, quand vous allez aller dans une conférence et que vous allez partager de manière authentique, simple et naturelle les difficultés que vous pouvez rencontrer dans la vie, comment vous les avez surmontées, qu'est-ce qui existe pour pouvoir répondre à toutes ces difficultés, je pense que c'est quelque chose d'éminemment important et c'est pour ça que j'encourage toutes les personnes qui ont réussi, parce que je dis souvent que la réussite ne sert à rien si elle n'est pas partagée. Réussir, c'est bien, mais ouvrir la porte à d'autres pour qu'ils réussissent aussi, c'est ce qui nous tire collectivement
vers le haut. Donc, c'est une longue réponse pour vous dire que si je suis disponible le jour où vous organiserez cette conférence, je serai très honorée et très heureuse d'être avec vous. Mais prévenez-moi suffisamment à l'avance parce que les agendas se remplissent vite. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci. Avec grand plaisir. Merci énormément. Donc, on arrive à la fin de cette interview. Est-ce que vous avez un dernier mot? J'ai un dernier mot, Ange, parce que je sais que l'objectif de votre plateforme, c'est de donner confiance. L'objectif que vous vous fixez, c'est de dire que l'entrepreneuriat, c'est possible pour tout le monde. C'est accessible à tout le monde. Et le message que j'aimerais passer, et c'est une citation de Goethe, qui vraiment, moi, m'a permis de beaucoup avancer dans ma vie, c'est l'audace. Goethe disait, quoi que vous rêviez d'entreprendre, faites-le. Parce que l'audace a du talent, l'audace a du génie. Je veux dire à vos auditeurs, je veux dire à votre communauté que ce qu'ils souhaitent faire de leur vie leur appartient. Ils n'ont qu'une vie, elle est précieuse. Et qu'ils en fassent quelque chose qui corresponde à leurs rêves et à leurs aspirations, c'est possible. Nous vivons dans un pays où les moyens de réussir, de s'accomplir sont réels. Il faut que les gens soient curieux, il faut qu'ils se renseignent, il faut qu'ils s'informent. Il y a toujours une réponse à une question quand on se la pose et la meilleure manière d'avoir des réponses, c'est de poser la question. Il faut toujours frapper à une porte si on veut qu'elle s'ouvre. Il faut toujours poser une question si on veut avoir une réponse. Et si on veut construire quelque chose, il y a toujours le premier pas à entreprendre. Et ce premier pas peut faire toute la différence dans une vie. Alors je vous souhaite à toutes et à tous de faire le pas qui correspond à vos rêves et à vos aspirations.